Bonsoir à vous tous et merci de votre aimable fidélité à Un œil sur l'actualité, votre émission qui, de tous les dimanches où nous abordons les sujets d'actualité, où nous avons décidé dans ce numéro de sortir un peu du cadre de la politique, parce que tout n'est pas que politique. Nous allons parler de la situation sur les routes du Togo, notamment la sécurité routière. La semaine dernière, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a dressé le bilan des accidents de la circulation au premier semestre de cette année 2016. Un bilan qui, il ne faut pas se voiler la face, est alarmant puisqu'il y a encore beaucoup de décès sur les routes du Togo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'hécatombe? Quels sont les comportements que chacun devrait afficher sur les routes pour que la route, qui doit être un moyen pour allier un point A à un point B, ne devienne pas plutôt un chemin de non-retour? Toutes ces questions, nous les poserons à nos deux invités. D'abord, le commissaire Kossi Tabou, il est commissaire principal de police, division de la sécurité routière. Et puis, Otto Gunther Pego, qui est le directeur exécutif national de l'AVR Togo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'aller dans le fond du sujet, nous allons encore regarder dans ce reportage de l'ADEM Dikanou le point que le ministre de la Sécurité a fait à la presse la semaine dernière sur la situation des accidents sur les routes au premier semestre 2016. Le tableau est noir, le tableau n'est pas bon. Et oui, vraiment, puisque déjà au premier semestre de l'année en cours, les services de police et de gendarmerie ont enregistré sur les routes 239 morts, approximativement 40 morts par mois, c'est trop. Et si vous prenez 4 accidents, 3 c'est par les 2 roues. Un bilan mi-parcours plutôt inquiétant. Et il faut dire que la plupart de ces accidents sont liés à des facteurs humains. Les causes, c'est toujours l'homme. Le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, la circulation à gauche, le refus du port de casque, aussi bien pour les conducteurs que les passagers, le téléphone au volant ou au guidon de sa moto. Et si la route continue de tuer, ce ne sont pas les efforts qui manquent au niveau des autorités en charge de la sécurité routière et de ses partenaires. Tout compte fait, il prévoit accentuer la sensibilisation et sanctionner davantage en cas d'infraction afin de freiner les accidents sur nos routes. La concertation avec la sensibilisation, appuyée de la répression, nous allons améliorer. Nous allons améliorer ces statistiques à la fin de l'année pour qu'on fasse mieux par rapport à 2015. Il faut s'obliger, il faut pouvoir s'obliger en conscience, en présence ou non d'un fait tricolore, en présence ou non d'un policier ou d'un gendarme, à observer le code de la route. C'est vrai, il y a un contrôle qui se fait aujourd'hui, mais souffrons et admettons qu'on puisse donner la latitude à ceux qui le font d'aller au-delà de ce qui se fait. Prendre la moto, prendre la voiture, même si c'est la voiture d'un ministre, même si c'est la voiture d'un général, et l'envoyer à la fourrière tout simplement, où ce dernier sera obligé et contraint à se soumettre aux règles, et demain, il ne recommettra plus cette même bêtise. Les syndicats de transporteurs sont aussi appelés à jouer leur part de responsabilité dans cette situation qui gangrène la société. Voilà la situation sur les routes au premier semestre 2016. Commissaire Atabou, on a vu un bilan global, mais est-ce qu'on peut aller au fond de ces chiffres pour comprendre exactement ce qu'il en est? Merci beaucoup, Monsieur Niaoui. Avant de répondre à votre question, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler des questions de la sécurité routière dans notre pays. Et je voudrais également profiter de notre présence sur ce plateau pour remercier tous les autres organes de communication de la place qui nous accompagnent dans le cadre de nos missions de prévention des accidents sur nos routes. Je voudrais citer par exemple la télévision togolaise à travers M. Awaté et M. Pato. Je voudrais également parler de la radio Lomé à travers Madame Edoko Yasmine,
sans toutefois oublier la RTDS avec Dieudonné et la TV2 avec Carlos. Et parce que, vous savez, comme on le dit, la presse est le quatrième pouvoir. Vous avez une force, disons, une grande audience au sein de la population. Et nous vous remercions de votre accompagnement dans le cadre de nos missions. Merci. Donc, à présent, pour répondre à votre question, si vous le permettez, nous allons vous présenter les chiffres que nous avons constatés, ou bien que les services de police et de la gendarmerie nationale, comme l'a souligné notre ministre de tutelle, je veux parler du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans son intervention que vous venez de présenter tout à l'heure, laquelle intervention a été faite le 21 juillet dernier dans le cadre du bilan sur la sécurité routière. Et c'est vrai, comme l'a souligné Monsieur le ministre, le tableau est vraiment noir. Parce que en 2015, si vous vous en souvenez, nous avons enregistré, disons, une baisse d'une façon générale des accidents de la route dans notre pays. Mais malheureusement, dans le cadre du premier semestre de cette année 2016, on a enregistré au total de janvier à juin 3407 cas d'accidents qui se sont soldés par 239 morts, et soit 40 morts par mois, et cela a aussi occasionné 4116 blessés à raison de 686 blessés par mois. Et malheureusement, de tous ces cas, le constat est que les usagers les plus impliqués sont les conducteurs d'engins à deux roues. Eux seuls représentent 75,57% du nombre total des accidents enregistrés durant ce premier semestre de l'année. Donc peut-être avec le temps, nous allons également étayer nos propos par des chiffres, parce que si nous avons 40 morts par mois, ça voudra dire qu'on a au moins un mort par mois dû aux accidents de la circulation, ce qui n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le constatez, nous enregistrons beaucoup plus de routes modernes dans notre pays, et normalement, il n'y a pas de raison qu'on en arrive là. Et là, il faut qu'on cherche, qu'on diagnostique ensemble les vraies raisons qui motivent ces augmentations du cas d'accident. On va approfondir le sujet tout à l'heure, mais Monsieur Pégo, vous avez aussi des chiffres, vous avez écouté le ministre, le tableau a été présenté. Vous êtes le directeur exécutif national de l'association AVR, Association des victimes de la route. Une réaction d'abord à ces chiffres-là. Oui, je crois que je ne dirais pas autre chose que ce qui a été déjà dit par Monsieur le ministre et par le commissaire tout à l'heure, par rapport à l'appréciation qu'il y a à faire sur la situation de la circulation routière au Togo. Et nous intervenons, nous agissons en termes de victimes. Pour nous, les morts, ce sont des victimes, les blessés également le sont. Et lorsque nous prenons les deux situations compilées, ça nous fait 4355 victimes. Et il faut préciser que ces chiffres sont ceux qui ont été constatés par les services de police et de gendarmerie de façon régulière et immédiate au moment de la survenue de ces accidents. Et lorsque les 4116 ont été évacués des lieux de l'accident ou des accidents vers les unités de santé, et nous n'avions pas de dispositif de traçabilité pour suivre combien parmi les 4116 sont bien rentrés à la maison et combien ont rejoint les 239 précédemment décédés sur le champ. Et c'est là où la situation, le tableau devient sérieusement sombre. Parce que ça voudrait dire, ce qui est évident,
à voir l'état dans lequel certains blessés dits graves ont été ramassés sur les lieux, vous convenez en les voyant que difficilement ils peuvent revenir à la vie. Et donc, il est évident que nous n'avons pas que 239 morts, mais plus. Et face à ce tableau, on ne peut être indifférent que si on n'est vraiment pas humain, ou si on n'est pas conscient de ses responsabilités. Et je crois que les autorités, et spécialement celles qui sont en charge de cette thématique, de ce phénomène, comme je l'ai dit d'ailleurs ce 21 juillet, que je félicite pour être fidèle à cette pratique depuis un certain nombre d'années, pour rendre public, communiquer avec la population ce qui se passe, ce dont elle est l'auteur, à prendre conscience. Il est question de prendre conscience d'un côté, et il est question de corser les mesures de l'autre. Et quand il s'agit de corser la mesure, nous allons y venir, c'est aussi bien de la part des autorités, donc exclusivement de la police, de la gendarmerie, et avec l'accord, l'accompagnement de la population qui, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle veut une chose et son contraire à la fois. C'est-à-dire, lorsque le sinistre intervient, vous voyez une colonie de personnes s'apitoyer, regretter, et puis l'instant d'après, la même colonie est prête à rééditer les mêmes principes qui ont conduit les auteurs précédents à cette situation. Et lorsque il va falloir qu'on sanctionne certains, qu'on prend la main dans le sac, en train de mépriser le respect du code de la route, ce sont les mêmes personnes qui montent au créneau pour crier waouh. Donc voilà un peu notre lecture de cette situation, et nous allons revenir en tout cas, on est là pour approfondir le sujet. Mon commissaire, on a vu de façon générale le tableau qui est sombre, on ne peut pas se voir la face, mais est-ce que les chiffres que vous avez aujourd'hui vous permettent de nous situer, là, on met tout ça dans le lot des accidents, mais quel genre? Est-ce que c'est des gens qui conduisaient en état d'ébriété? Quel pourcentage? Ceux qui faisaient les essais de vitesse, quel pourcentage? Est-ce qu'aujourd'hui, vos services sont en mesure de fournir des chiffres sur ces bases-là? Mais bien sûr, votre question m'amène à vous parler des causes de ces accidents. Et de ces causes, nous avons par exemple enregistré le défaut de permis de conduire, dont le nombre s'élève à 297 cas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a constat d'accident, on recherche les causes, et les services de constat d'accident ont recensé qu'il y a 297 personnes sur tous les cas constatés dont les conducteurs ne sont pas détenteurs de permis de conduire. Cela est très grave. Nous parlons là des voitures ou des motos aussi? Bon, ça c'est également, c'est tout véhicule confondu, que ce soit les automobiles comme les motos. Et il y a également, en deuxième position, nous avons les cas des essais de vitesse. Et ça, vous-même, vous le remarquez sur nos routes, où actuellement, tout le monde se met à moto, et nous avons des motos de plus en plus performants. Et malheureusement, les gens, quand ils sont dans la circulation, ils ne savent pas qu'il y a des règles à respecter. Ils savent juste mettre les motos en marche, ils les enfourchent et ils roulent à fond, à vive allure. Ils roulent même tableau fini, si vous me permettez l'expression. Cela est très dangereux. Parce que rouler à vive allure, ça expose les conducteurs, soit des motos ou des automobiles, disons, à des accidents. Il y a également le non-respect des feux tricolores. Et je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, nous avons, du moins dans notre capitale, on a la plupart de nos axes routiers qui sont dotés de feux tricolores. Et normalement, cela doit permettre aux usagers de rouler aisément
sans être impliqués dans des accidents. Malheureusement, les carrefours, bien les intersections dotées de ces feux, à ces carrefours, on constate que les gens délibérément ne respectent pas les prescriptions de ces feux. Quand le feu est rouge, on doit s'arrêter automatiquement. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les gens, ils arrivent et ils passent dans le rouge. On a comme l'impression que c'est des daltoniens, c'est-à-dire ceux qui confondent le rouge par le vert, ce qui n'est pas normal. Et donc, cela doit nous amener à conscientiser davantage les usagers de la route pour leur dire que lorsqu'ils voient le feu rouge et qu'ils traversent, cela les expose à un danger. Le feu, même la couleur est rouge, ça veut dire que c'est le symbole de danger. Quand le feu est rouge, automatiquement, on doit s'arrêter. C'est vrai, il y a des exceptions dont nous parlerons, mais d'une façon générale, le feu est rouge, on s'arrête. Il y a également le refus de priorité. Et à notre grand étonnement, la règle de base du code de la route, c'est la règle de la priorité à droite. Ça veut dire que lorsque vous arrivez à un croisement de deux ou bien de plusieurs rues ou routes, vous devez laisser passer l'usager qui est sur votre droite avant d'aller vous-même. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à une intersection où il n'y a aucune signalisation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de panneau, ici il n'y a pas de marquage au sol, on voit que les gens hésitent à appliquer cette règle-là qui est la règle, disons, la règle fondamentale. Parce que dans toutes les auto-écoles, c'est la première règle qu'on vous enseigne, la priorité c'est à droite. Tout à fait. Et là, on ne comprend pas pourquoi les gens ne puissent pas appliquer cette règle-là. C'est comme quand nous apprenons à lire, on nous apprend les 26 lettres de l'alphabet, on commence par la lettre A. Ben, si nous ne connaissons pas la lettre A, donc nous ne pouvons pas aller à la lettre Z. Donc vous voyez que c'est vraiment étonnant de constater cela sur nos routes. Et donc, en dehors de ça, il y a également l'inobservation des signalisations. Là, on distingue les signalisations verticales représentées par les panneaux. Il faut que l'usager qui est dans la circulation puisse comprendre le langage véhiculé par un panneau. Justement. Par exemple, lorsqu'on voit un panneau stop, stop, ça veut dire s'arrêter. C'est vrai que c'est en anglais, mais ça veut dire on s'arrête. Généralement, qu'est-ce que nous constatons? Les gens, ils ont le panneau stop, mais ils appliquent encore la règle de la priorité à droite, ce qui n'est pas normal. Il y a également le céder le passage et autres signalisations. En dehors des signalisations de panneaux qu'on appelle par signalisation verticale, il y a également les marquages au sol. Ces marquages ne sont pas des enjoliveurs pour nos chaussées ou bien pour les routes. C'était parce que c'est des ornements qu'on a mis sur la route. Ce ne sont pas du tout des ornements. Ça véhicule des langages que tout usager doit comprendre. Et lorsqu'un usager ne comprend pas ce langage, donc ça voudra dire que l'usager là ne doit pas se mettre dans la circulation pour circuler. En le faisant, il constitue un danger pour lui-même et pour tous les autres usagers. Donc vous-même vous voyez, il y a également des gens qui font ce qu'on appelle des changements brusques de direction. Des entrées imprudentes dans la circulation, des dépassements défectueux, la circulation à gauche, parce que nous avons des routes à plusieurs voies de circulation pour permettre la facilité, la fluidité de la circulation, mais les gens, des fois, empruntent la circulation dans le sens inverse. Et des fois, les gens, pour même dépasser, normalement, il y a des règles pour le dépassement. Normalement, on ne dépasse pas par la droite. On fait le dépassement par la gauche, ce qui doit permettre au conducteur de s'assurer que, ben, écoutez, il y a quelqu'un qui veut le dépasser, pour prendre sa disposition et laisser la personne le dépasser. Mais chez nous, surtout par rapport aux motos, tous les usagers de moto, ils font le dépassement par la droite, ce qui est anormal. Donc voilà un peu les quelques causes des accidents récurrents de la circulation que nous enregistrons sur nos axes routiers. Les causes qu'on voit, il faut le dire, c'est le facteur humain, M. Pégo. Oui, en tout état de cause sur les trois facteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi le pari d'avoir des bonnes routes, il faut le dire. Absolument, absolument. Pour qu'un accident survienne, il faut trois facteurs, comme on a l'habitude de le dire. Il faut qu'il y ait un environnement, il faut qu'il y ait un équipement
Hein, l'environnement, c'est la route, bien entendu. L'équipement, c'est l'engin utilisé et l'homme. Hein. Et au milieu des deux premiers facteurs se trouve l'homme qui met en marche un véhicule ou un engin, parce que l'homme peut aller à bord d'une bicyclette, c'est un véhicule, ou un engin, donc une moto ou une voiture. Une moto ou une voiture, un tricycle, tout ce que vous voulez. Et c'est lui qui s'assure de l'état de cet engin qu'il introduit dans une circulation. Et pendant qu'il est dans la circulation, c'est lui qui apprécie de l'état de son environnement routier par rapport à la lecture que lui impose cet environnement à travers le langage qui est le code de la route, les diverses signalisations. Il se fait que lorsque cet homme n'a pas la compétence, la qualité, comme le dit monsieur le commissaire principal, de faire la lecture judicieuse de cet environnement, il n'y a pas de raison, aucune raison qui puisse justifier le fait qu'il se retrouve dans la circulation. Et c'est ce qui nous amène à dire il faudrait un jour qu'on s'arrête, élever le niveau de gestion de la sécurité routière dans notre pays pour emmener, que les usagers le veuillent ou non, tous à retourner à l'école de la route, où les uns et les autres auront à apprendre les règles et les dispositions dans lesquelles ils doivent s'introduire dans la circulation. Et cela m'amène à apprécier au jour d'aujourd'hui un programme que le gouvernement a approuvé et qui est en train de suivre son cours actuellement, où des jeunes, ou du moins un certain niveau, c'est des jeunes de niveau master et plus, qui ont été recrutés et qui sont en train d'être formés à la sécurité routière pour disséminer, enseigner la sécurité routière dans les écoles supérieures, qu'elles soient publiques ou privées. Et ça, c'est une belle initiative, c'est audacieux, et je crois même que c'est déjà une innovation dans notre sous-région, que le Togo est une fois encore en train de prendre et qui va devenir sûrement cas d'école dans les autres pays. Et en passant, je salue le promoteur et je remercie également l'État qui a bien voulu appuyer, accompagner cette initiative qui doit être d'une manière ou d'une autre généralisée aux autres couches, acteurs de la vie sociale publique du pays, parce que la route est à ce jour le seul outil le mieux et le plus partagé entre les tranches d'âge et entre les couches sociales. Vous voyez, vous avez les enfants dans la circulation, vous avez les parents dans la circulation, vous avez le troisième âge, et comme j'ai l'habitude de le dire, même le mort, lorsqu'il n'a pas encore été mis sous terre, reste un utilisateur de la route. Vous voyez? Donc à partir de cet instant, il est utile et il s'impose à nous de nous assurer que les utilisateurs de la route ont le même niveau pour qu'on puisse prétendre ou espérer un résultat vraiment synergique et rationnel. Alors, ce que nous sommes en train de dire dans cette émission est extrêmement important parce que il en va de la vie de tout un chacun. Je voudrais partager avec les téléspectateurs cette image. Âme sensible, s'abstenir, avec la complicité de la technique. C'est l'image d'un accident de la circulation qui a eu lieu ce samedi même. Cette personne qui est à terre, l'accident s'est passé sur le tronçon qui va de Tchévier à Tabligo. C'est entre une semi-remorque qui transportait du clinker, par quelle alchimie on ne sait pas, parce que celui qui est à terre c'est un piéton qui malheureusement a été fauché par un des pneus arrière du véhicule. Il a été évacué au CHR de Tchévier et puis vers le CHU
de Sylvanus Olympio où il a trépassé. À l'heure où nous parlons, il est décédé. Donc le sujet que nous abordons dans cette émission, mon commissaire, est hautement important. Tout le monde doit être imprégné de ce sujet-là, n'est-ce pas? Bon, je vous remercie, M. Niaoui, pour la présentation de cette image qui doit interpeller tous les usagers de la route que nous sommes. Hein, parce que ça, je dirais que très bêtement, cette personne a perdu la vie. Et je ne sais par quelle coïncidence on a eu ce cas-là ce jour. Hein? Bon, et ça, c'est aussi le lieu également de rappeler à tous les camionneurs de respecter les prescriptions du code de la route dans la traversée des agglomérations afin d'éviter, hein, disons, d'occasionner ces genres de victimes. Hein, ce monsieur, malheureusement, il a été fauché tel que vous l'avez dit, transporté dans un premier temps au CHR de Tchévier, puis évacué sur le CHU Sylvanus Olympio, a malheureusement succombé des suites des blessures que lui ont occasionné cet accident. C'est dommage. Et tout cela, si peut-être que nous n'avons pas encore les conclusions du constat de l'accident, il doit s'agir là sûrement du non-respect des prescriptions du code de la route. Alors, aujourd'hui, on le voit, hein, les chiffres ont commencé par augmenter parce qu'à un moment donné, on a quand même pensé être sur la bonne voie depuis 2014 avec le drame qui est survenu à Talo, où il y a eu 47 ou 48 morts, je crois. On avait pris des mesures, les chiffres ont commencé par décroître. Aujourd'hui, on retourne, on voit les chiffres à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que on peut dire que le drame de Talo a été le détonateur de toutes les mesures engagées par le gouvernement togolais concernant les mesures sur la sécurité routière. Et nous ne sommes pas sans savoir que c'est au lendemain de ce drame que le chef de l'État lui-même a proclamé l'année 2014 comme année de la sécurité routière dans notre pays. Et dans la foulée, déjà en 2013, il y avait le projet de loi portant code de la route au Togo, donc la même année, c'est-à-dire en 2013. Et donc cette loi sur le code de la route a été votée. Et s'en est suivi d'autres dispositions réglementaires telles que 3 décrets, dont les décrets 077, 078, 079, pour, disons, pour parler du port de casque, de l'obligation du port de casque, du port de la ceinture de sécurité, et également pour interdire l'usage du téléphone au volant et au guidon des motos. Et également, dans la foulée en 2014, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a eu l'initiative de créer la division de la sécurité routière, qui est au fait une unité constituée de policiers et de gendarmes. Donc c'est une unité mixte et aujourd'hui, on a 6 sessions de cette division-là. Donc on a la session de la division de la sécurité routière de Lomé et 5 autres sessions dans toutes les régions économiques de notre pays. Ça voudra dire que la division de la sécurité routière a un maillage de tout le territoire, même si aujourd'hui, il apparaît que, même au niveau des préfectures, il faut qu'on ait d'autres sessions de la division de la sécurité routière. Mais à quoi elle sert, cette division? La division de la sécurité routière a pour principale mission la gestion de la sécurité routière dans le pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que, concernant la charte africaine sur la sécurité routière, l'année 2011-2020 a été décrétée comme la décennie de la sécurité routière en Afrique. Et par rapport à cette charte-là, on a un plan d'action constitué de 5 piliers, dont le premier pilier parle de la gestion de la sécurité routière. Et donc, vous comprenez donc que là, il faut une structure pour pouvoir gérer la sécurité routière au Togo. Par le passé, vous savez, il y a plusieurs unités qui s'occupaient de la sécurité routière et à travers les plaintes, je pense que c'est ce qui a amené le gouvernement à travers le ministre de la Sécurité pour créer cette division-là, pour fusionner
disons, les principales forces de sécurité de notre pays, à savoir la police nationale et la gendarmerie nationale, pour pouvoir gérer les questions de la sécurité routière. Et je pense que ça constitue un effort fondamental du gouvernement togolais sur la question de la sécurité routière. Oui, mais là, on voit que l'initiative, elle est bonne, les choses se font, mais qu'est-ce qui explique que, au moment où on a commencé par se dire, ben, ça va bien, du coup, les chiffres retournent à la hausse? Bon, c'est une baisse de vigilance? Non, pas du tout, pas du tout. La vigilance, elle est là, elle est de mise, donc toutes les sessions de la division de la sécurité routière sont toujours vigilants. Ben, je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui expliquent l'augmentation des cas d'accidents dans notre pays, parce que, vous savez, le Togo connaît actuellement une croissance économique. Et par rapport à ça, tous les citoyens commencent par se doter d'engins à 2 roues, à se doter d'automobiles, ce qui fait que le parc automobile ou bien de véhicules augmente dans le pays. Et par rapport à ça, c'est cela peut constituer une des causes qui fait augmenter les accidents de la circulation dans notre pays. Mais cela nous amène à être de plus en plus vigilants à travers nos missions d'abord de prévention, que sont la sensibilisation, et puis dans le cadre également de cette sensibilisation, nous faisons la répression, c'est-à-dire nous sanctionnons les contrevenants aux infractions du code de la route. Nous parlerons tout à l'heure de sensibilisation, mais Otto Gunther Kwego, comment vous expliquez, vous, aujourd'hui, que après 2014, où l'année a été décrétée année de la sécurité routière par le numéro 1 togolais, et que des mesures ont été prises, où on s'est dit, ben tiens, le combat est en train d'être gagné, là, avec les nouveaux chiffres qu'on voit, quand on fait une comparaison, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, tout de go, ce que je vais dire, je vais essayer de faire une comparaison. Lorsque vous venez de quitter une table à manger ou vous venez de manger, mais l'instant d'après, vous vous rendez compte que vous avez encore faim, c'est que vous n'avez pas suffisamment mangé. Donc, qu'est-ce que je voudrais décrire à travers ce schéma? Des actions ont été menées, telles que M. le commissaire l'a présenté tout à l'heure. Mais si nous sommes encore face à ce résultat, ça voudrait dire qu'il manque encore quelque chose. Ça voudrait dire qu'il manque encore quelque chose. Et le terrain nous le dit nous-mêmes. Ou du moins, le terrain lui-même nous met face à ce déficit de réaction ou d'action ou de suivi qui conduit encore à ces données-là. En fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous essayez de trouver les mots justes pour ne pas dire ce qu'il y a. Non, mais écoutez... Parce que j'ai posé la question tout à l'heure au commissaire, est-ce que la vigilance baisse? Est-ce que vous croyez, parce qu'après 2014, il y avait eu une hausse de la vigilance, tout le monde s'est dit, mais tiens, mais là aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème, c'est que la vigilance est en train de baisser, vous ne croyez pas? Oui, j'en viens. Nous avions eu jusqu'en 2015, donc sur 5 ans, 41 447 victimes. Le Togo n'est pas en guerre. Il n'y a pas une maladie endémique qui ait frappé notre pays. Et pourtant, nous avons ce nombre de victimes. Et si il se fait que nous sommes aujourd'hui face à un résultat en bande de scie, c'est que, à mon humble avis, de techniciens, de spécialistes en la matière, je crois qu'il va falloir qu'on élève encore le niveau de la surveillance. Lever le niveau de la surveillance, mettre les moyens et passer des frontières. Aujourd'hui, nous sommes exposés à la résistance. Et ça, je dis, c'est normal, parce que même dans les pays développés, tous les changements se sont heurtés
à des résistances avant que, même venant des intellectuels, de ceux qu'on peut classer parmi les intellectuels, avant que les gens ne se rendent compte de l'opportunité, de la véracité ou l'évidence du changement. Et ici donc, nous avons cette même réaction où les gens, au nom de la démocratie, la population, les usagers de la route, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom des droits de l'homme ou de tel autre droit, se permettent le luxe, le vilain luxe, le luxe sauvage, permettez-moi que j'emploie ces mots au moins pour soulager ma colère, parce que ça fait mal de voir ça. Nous avons la compétence, monsieur le commissaire est là, il y a d'autres, je suis là, et on est face à des situations comme ça, comme si on était incapable de gérer. Et tout simplement parce que nous nous retrouvons face à des résistances venant même des victimes qui sont des auteurs et victimes de ce phénomène. Et donc, moi, en souhaitant que l'autorité, parce que en tout état de cause, l'autorité reste le responsable de façon régalienne de cette gestion, puisse prendre des mesures drastiques, aller au-delà. Pourquoi pas ne pas convoquer par exemple une assise dans la droite ligne de l'année de sécurité routière décrétée par le chef de l'État en 2014 et rassembler tous les corps ou les ministères, commencer par le gouvernement, aller vers l'Assemblée nationale, prendre les corps militaires ou les corps de la police, la gendarmerie, l'armée, et dire à tout le monde, ça suffit, nous avons telle unité, nous avons telle corporation, quand elle va faire son travail, qu'elle soit libre, dégagée de toute influence et que les choses aillent. Je ne pense pas que lorsqu'il s'agit ou quand les médecins prescrivent en termes de lutte contre le VIH-Sida qu'il faut aller à la trithérapie, des gens prennent le téléphone ou des gens agissent, font des pressions en coulisses pour étouffer le courant ou les prescriptions de gestion de cette crise. Ça n'existe pas. Oui, mais on a l'impression que dans cette gestion, c'est presque ce qui se passe, en commençant par la population elle-même. Il suffit seulement que un usager se comporte en délinquant absolu sur la route et qu'un policier agisse, que la même population s'attroupe pour vouloir lyncher ce policier. Est-ce que vous voyez? Il suffit seulement qu'un policier prenne un délinquant routier, que des téléphones, des coups de fil tombent de part et d'autre pour pouvoir intervenir pour ce dernier. Et nous nous posons la question aujourd'hui de savoir, les personnes qu'on prend avec les drogues, ils appartiennent également à une famille. Ils ont des parents. Pourquoi est-ce que, et moi je ne l'ai jamais appris, qu'on ait pris quelqu'un avec de la drogue et que quelqu'un prenne son téléphone pour appeler, pour intervenir en faveur de celui-là. Qui est-ce qu'elle va? Vous voyez? Donc, on a l'impression que on minimise la conséquence, on minimise ce secteur, hein, et puis on a l'impression que il peut être relégué. Hein? Et nous nous disons non, parce que ça, ce sont les chiffres. Je vous dis, les 41 447, on n'a pas ajouté 2016, hein? Les 41 000 et quelques victimes qui sont là, c'est une autre poche de pauvreté qui s'est créée. On n'en parle plus, puisqu'on n'a pas de dispositif pour suivre. Hein? C'est pour cela que nous, au niveau de AVR, pour les 5 ans à venir, nous avons un plan quinquennal où nous disons faire autrement la sécurité routière, maîtriser les accidents de la circulation pour réduire la pauvreté. Parce que vous avez des enfants aujourd'hui, on lutte contre
la sexualité précoce chez les enfants, mais au même moment, nous avons un effectif pléthore de jeunes filles qui vont vers la sexualité précoce parce que papa n'est plus là, maman n'est plus là, les oncles et les parents à côté n'ont pas fini de gérer leurs enfants pour venir faire face. Alors, de façon délicate, on pousse la petite fille dans la rue pour qu'elle aille se prendre en charge, pour se faire prendre en charge par un tiers. Et c'est ça. Les familles sont disloquées, la pauvreté s'est installée, et nous disons que la pauvreté est l'une des causes. Il faut qu'on ajoute aux causes que nous avons aujourd'hui la pauvreté, et qui devient en même temps une conséquence de cette insécurité. Mais alors, à ce moment, elle devient non négociable. Parce que vous n'avez plus le choix de dire, je fais ou je ne fais pas. Le médecin vous dit, il faut verser tel montant, il faut déposer ceci pour qu'on puisse faire une intervention d'urgence. Vous le faites, on essaie de racheter votre parent. Vous ne le faites pas, on sera obligé de l'amputer. Ou on sera obligé de le conduire dans le couloir de la mort. Et voilà un peu la situation qui nous amène à dire, on ne peut plus avoir un regard complaisant, mais il faut durcir. Il faut que les autorités aujourd'hui durcissent le ton et qu'on essaie de renforcer les effectifs de la division de la sécurité routière, que la division soit déployée nuit et jour comme elle le fait déjà, félicitations. Mais il faut aller encore au-delà parce que on a l'impression que, comme ça se passe d'ailleurs partout, quand vous prenez une mesure, vous voyez certains réfléchir à la contre-mesure. On a des dispositifs de sécurité aujourd'hui qui sortent et le lendemain deviennent obsolètes parce que les bandits, les brigands, les malfrats réfléchissent tout de suite à contourner, et c'est la même chose. Donc, il faudrait qu'on mette les moyens des véhicules, les moyens. La gestion de la sécurité routière, c'est beaucoup de moyens. C'est beaucoup de moyens, et des fois, on a l'impression que même les États, à eux seuls, ne peuvent pas y faire face. D'où les fonds, les partenaires qui sont là, qui doivent mettre la main à la pâte aussi, accompagner ce que nous sommes en train de faire. La sécurité routière est considérée, est classée parmi les maladies non transmissibles. Mais moi, aujourd'hui, je conteste ça. La sécurité ou l'insécurité routière est devenue contagieuse. Parce qu'il suffit seulement aujourd'hui qu'un usager à 2 roues prenne le sens contraire, que vous voyez dans les instants après une dizaine, une vingtaine qui prend le sens contraire. C'est une contagion. Alors, mon commissaire, sur le fait, le président, le directeur exécutif national de l'AVIA Togo est en train de parler de la répression là. Est-ce que vous pensez qu'il faut durcir cette répression là? Ce que vous faites déjà aujourd'hui en circulation n'est pas suffisant? Bon, merci beaucoup. Moi, je peux vous rassurer que sur le plan de la répression, nous sommes fermes là-dessus. C'est vrai que dans le cadre de nos missions, nous agissons par courtoisie, mais également par fermeté. En exemple, le week-end passé, nous avons constaté que dans les quartiers périphériques, les gens volontairement refusent de porter le casque. Et donc, nous avons organisé une opération dans ce quartier, à Guainivé, et dans les environs du quartier Koshigan et au quartier Assiyeye. Cela nous a permis de rafler 114 motos, dont 110 pour le défaut de port de casque et disons 4 pour le défaut d'immatriculation. Donc nous intervenons un peu partout dans des quartiers, et nous envisageons également, disons, intervenir dans d'autres quartiers. Et revenant sur la question de la vigilance, je peux vous dire que nous n'avons pas du tout baissé la garde. Les autorités prennent à bras le cœur la question de la sécurité routière au Togo. Et dans la foulée, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également un arrêté interministériel qui a été pris pour, disons, interdire la circulation nocturne des véhicules sur les principaux axes routiers du territoire national. Et par rapport à cet arrêté-là,
courant l'année 2015, nous avons immobilisé entre, disons, 22h et 4h du matin, plus de 42 000 camions. Et cela veut dire que, au moins, on évite l'implication de ces genres de véhicules dans les accidents de la route. Et en dehors de ça, il y a également d'autres mesures. Le week-end passé, il y a 2 délégations ministérielles, les ministres de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Infrastructures et des Transports, qui, toujours sur les questions de la sécurité routière, sont allés rencontrer leurs homologues des infrastructures du Burkina. Et ensemble, on a planché sur les questions de la sécurité routière. C'est vrai que là, à Saint-Cassé, dans le cadre de cette mission, il était question de la lutte contre les surcharges des camions. Et toutes ces mesures rentrent dans le cadre de la sécurité routière dans notre pays. Donc, c'est pour vous dire que cette question de la sécurité routière est une préoccupation majeure à un plus haut niveau de notre pays. Et dans la foulée, je salue également tout ce que les associations de la société civile telles que l'AVR, l'AVA et d'autres font également pour accompagner, parce que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Et là, on salue l'éveil de conscience qui arrive maintenant au niveau de la société civile pour également accompagner, disons, l'État dans la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Alors, Otto Gunther a touché un point, c'est quand, par exemple, un agent intercepte quelqu'un qui est en train de violer un feu tricolore ou bien de commettre un autre délit. Très souvent, on voit ces gens sortir leur téléphone. Sans doute, on se dit que ces personnes sont en train d'appeler des hauts gradés, des gens qui peuvent intervenir en leur faveur. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui sont déployés, les agents qui sont déployés en circulation, j'ai envie de vous poser la question de façon banale, sont parés contre cette éventualité-là? Est-ce que vous leur donnez clé pour dire, quelle que soit la personne qu'on vous passe au téléphone, vous devez rester ferme? Bon, sur cette question, je peux vous rassurer que la division de la sécurité routière relève du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc je peux vous rassurer que ces questions de chantage, de trafic d'influence ne peut plus passer dans ce pays-là. Parce que le ministre de la Sécurité routière et de la Sécurité et de la Protection civile est un membre influent du gouvernement togolais. Et donc, dans tous les cas, je vous l'avais dit, c'est vrai, nos agents agissent par courtoisie, mais également ils agissent par fermeté. Dans tous les cas, nous avons les exemples de tous les jours. C'est vrai, dans l'élément que vous avez passé, monsieur Ego, il disait qu'il faut que désormais on amène les véhicules impliqués dans les infractions au code de la route à des fourrières. Il vous suffit de balader, disons, vos caméras à la session de la division de la sécurité de Lomé pour voir le nombre de véhicules que nous avons immobilisés là-bas pour le non-respect des infractions au code de la route. Comment peut-on comprendre que quelqu'un, il a son casque, au lieu de le porter, il couvre le phare de sa moto avec le casque et il roule? Des gens comme ça, quand nous les interpellons, ben, écoutez, tout de suite, nous envoient leur moto en fourrière. Ça, quel que soit celui qui intervient, la moto est envoyée en fourrière. Également, dans le cadre de nos missions, la nuit, nous contrôlons les véhicules, les voitures, les camions qui circulent à un phare ou qui circulent sans phare. Ben, là, quand nous tombons sur ces genres de véhicules, automatiquement, nous les conduisons en fourrière. Comment peut-on comprendre que à ce 3e millénaire, que nous avons eu la chance de vivre 1000 ans, le 3e millénaire, et à ce 21e siècle, que nous avons eu également, notre génération a eu la chance de vivre le 21e siècle et le 3e millénaire, qu'on puisse comprendre que les gens se comportent comme ça et qu'on roule dans nos villes, sur nos axes routiers, avec des véhicules sans phare. Il y a de ces gens, quand on les interpelle, ils rougissent, alors que nous sommes là pour les protéger contre les risques des accidents. Et quand nous les interpellons, nous ne cédons pas, nous amenons tout simplement leurs véhicules en fourrière, quitte à eux de revenir le lendemain, de réparer les phares de ces véhicules-là,
se faire verbaliser avant de se voir remettre leur véhicule. C'est ce que nous faisons. Alors justement, je vais rester avec vous. Hein, ça m'amène à parler des agents qui sont déployés en circulation. Quand on déploie un agent en circulation, quel est son rôle? Mais, ça dépend. S'il s'agit d'un agent de la division de la sécurité routière, s'il est déployé dans la circulation... Alors, est-ce qu'eux, ils sont reconnaissables? Mais bien sûr. Et vous me voyez, je suis dans notre tenue de travail. Ça, c'est la tenue treillis bariolée de la police. Et comme nous sommes un corps mixte, nos agents gendarmes, eux, ils sont dans cette tenue-là, bariolée, mais de la gendarmerie. Et nous sommes également identifiables par ce badge-là que je porte. Il s'agit d'un badge numéroté. Ici, c'est le numéro 001. Dès que vous l'avez, si on vérifie, on saura que c'est M. Atabou qui se cache derrière ce badge. Et donc, tous les agents ont un numéro d'identification pour permettre à tous les usagers, lorsque l'agent aura à afficher un mauvais comportement, de saisir la hiérarchie. Donc, ça voudra dire que nous sommes reconnaissables. En dehors de cette tenue, nous avons également un gilet, qui est un gilet, disons, de couleur bleu nu, avec des bandes réfléchissantes. Et également, on a des gilets de couleur rouge avec des inscriptions DSR. Et tous ces gilets-là comportent également les numéros d'identification de tous les agents de la division de la sécurité routière. En dehors donc des agents de la division de la sécurité routière, vous pouvez constater également la présence des agents de la brigade motorisée de la police nationale qui tiennent les carrefours pour lutter contre, disons, les embouteillages pendant les heures de pointe. Et vous avez également les gendarmes de la brigade motorisée qui, eux, principalement, agissent pour gérer les cas d'accident sur les axes routiers de notre pays. D'accord. Donc, quand ils sont là, c'est pour faire quoi exactement? Bon, donc, quand les agents de la sécurité routière sont là, c'est pour contrôler, disons que les gens sont à règle. Ils font ce qu'on appelle le contrôle routier. C'est-à-dire, c'est une mission de prévention qui va permettre de savoir, de contrôler un usager, de savoir s'il a un permis pour conduire la catégorie de véhicule à bord duquel il est trouvé. Et c'est pour également contrôler toutes les autres pièces afférentes à la conduite d'un véhicule, par exemple l'assurance, la visite technique, parce que c'est fondamental qu'on contrôle ces pièces-là. On ne doit pas mettre en circulation un véhicule qui ne respecte pas les conditions techniques adéquates. Un véhicule dont les freins sont défaillants ne doit pas être laissé dans la circulation. Donc nous faisons tous ces genres de contrôle. Nous contrôlons également les surcharges de passagers que vous vivez à tout moment sur les routes. Mais j'aimerais revenir encore un peu pour dire que, au fait, pendant plusieurs années, le contrôle routier a été suspendu dans notre pays. Et par rapport à ça, les gens ont acquis de mauvaises habitudes dont ils ont du mal à se débarrasser. C'est ce qui fait que, c'est vrai, malgré toutes les actions que nous sommes en train de mener, on ne voit pas encore tellement le résultat. Mais je peux vous rassurer que les résultats sont là, les résultats sont probants. Et nous avons des chiffres, si vous le permettez, on peut vous communiquer tous ces chiffres-là. D'accord, donc vous voyez, aujourd'hui, on peut quand même le dire avec le déploiement qu'on a, que le côté que vous venez de souligner, notamment aller vers la répression, la verbalisation, on est en train d'y aller. Non, quand je dis qu'il faut durcir, j'ai dit durcir. Si je demande, si j'emploie le mot durcir, je crois que ça rejoint toutes les précisions que vient de donner le commissaire. Mais il faut durcir. Quand je dis il faut durcir, c'est que il faut durcir et mettre les moyens, être présent, faire la surveillance, être collé. La DSR sort, elle le fait, ce qu'il y a à faire déjà. Mais il faut le faire encore, mon commissaire. Ce n'est pas pour dire que rien n'est fait au niveau... Je suis avec la DSR tout le temps. Je ne me fais pas compter ou redire ce qui se fait. Mais il faut durcir
Et il faut que nous, de la société civile, on ait également les moyens en volume et en fréquence d'amener cette population à comprendre que ce qui se fait, hein, en allant vers ce durcissement, se fait pour eux et non contre eux. Alors, quand vous parlez de durcissement, vous mettez quoi dans ce vocable-là? Dans le durcissement, c'est-à-dire, il faut qu'on... Vous savez, nous sommes à une vitesse, le commissaire l'a dit, nous sommes à une vitesse vraiment extraordinaire d'équipement de notre trafic routier. Les motos s'achètent, les voitures s'achètent et ça rentre tous azimuts dans la circulation. Et il faudra que nous puissions arriver à coupler la surveillance, le niveau de surveillance à ce niveau de circulation. Hein, et de mettre les moyens. Il y a les radars qui s'annoncent déjà sur le terrain. Ce sont des avancées, mais qu'il faut rapidement démultiplier aux autres axes. Vous voyez, il y a tout un débat tout autour de ces radars-là, parce que dans certains pays où on tente de les supprimer, c'est maintenant que nous, on veut rentrer dedans. Oui, mais ces pays qui tentent de les supprimer sont arrivés à une phase, à un stade où ils l'ont expérimenté, ça leur a rendu service et ils pensent peut-être qu'ils ne vont pas supprimer pour laisser le champ vide. Ils vont probablement le remplacer par autre chose. Mais nous, en attendant, s'ils sortent, ils vont à cette découverte. Si nous sommes encore à ce stade, nous allons prendre la nouvelle découverte. Mais en attendant, nous avons besoin de ces radars de manière à ce que quelqu'un que le policier interpelle ne prenne pas le policier pour une racaille qui lui dit quelque chose qu'il n'a pas fait. Et que ce dernier ne peut pas prouver. Parce que quand vous venez à 80 km/h, le policier vous dit vous êtes en excès de vitesse. Il doit pouvoir le prouver. Voilà. Quand vous lui posez la question, est-ce qu'il était à bord avec vous pour savoir à quelle vitesse vous roulez, vous embarrassez le policier. Lui, il a vu, mais il va falloir qu'il prouve aussi. Peut-être qu'il va vous montrer les traces quand vous avez freiné. Bon, peut-être qu'il n'y a pas eu d'impact de freinage, donc, et ainsi de suite. Vous prenez quelqu'un qui est en état d'ivresse. À peine il tient sur ses deux pieds, ou à peine même assis, il tient. Et celui-là, vous lui dites, vous êtes en état d'ivresse, il vous dit non, je ne suis pas en état d'ivresse. Il commence par livrer un débat ou une discussion avec l'agent. C'est très simple. Le test, l'alcotest est là, vous soufflez là-dedans, et puis c'est nos comments. Hein, et un certain nombre de choses. Il y a le délit de fuite, hein, où aujourd'hui, il faut que, et ça c'est avec satisfaction que je le dis, moi je me réjouis, aujourd'hui la DSR est équipée, elle a des motos, et lorsque ces motos sortent, vous entendez des gens, hein, calmement dire, ah, aujourd'hui c'est gâté. Hein, aujourd'hui c'est gâté. Parce que vous soyez en moto, que vous soyez en voiture, vous ne pouvez pas aller loin. Ouais? Donc, il faudrait qu'on amène les gens, les usagers, notre population, qu'elle soit autochtone ou étranger, à comprendre que le Togo, la circulation routière au Togo, que ce soit à la capitale ou dans les autres régions, n'est pas une circulation à la merci de tous. Hein, ce n'est pas une circulation à l'improvisation, ce n'est pas une circulation à la merde où vous voyez par exemple nos amis les Nigérians qui font des choses ici qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils ne peuvent plus faire au Nigeria. Vous voyez nos amis les Béninois qui ont des façons de rouler ici qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Parce que quand je vous dis, quand le CNSR, le Conseil national de sécurité routière, sort au Bénin et que les chauffeurs se disent, ah, Otolo, ils sont sortis, c'est que vous voyez les pires bandits se ranger. Vous voyez? Bien entendu, ici, cette résonance, comme le dit le commissaire, commence par s'installer. Oui. Parce que les gens ont pris des habitudes, hein, dont ils n'arrivent pas à se départir, et ce n'est pas du jour au lendemain. Et nous, on encourage, nous, on soutient, parce que nous sommes partisans d'un État fort, et l'État qui est
protégées, les lois qui sont protégées par la police doivent être observées de tous et par tous. Alors, puisque nous parlons des agents de la circulation, on va rester avec eux, mon commissaire. Il y a un certain nombre de phénomènes qu'on va toucher du doigt et vous nous direz si c'est le cas ou qu'est-ce que vous faites si c'est le cas pour que cela soit rectifié. Quand vous prenez certains axes de la capitale, vous avez des agents qui sont là tous les jours. Et par exemple, quand vous prenez le tronçon qui vient de Baguida vers Lomé, quand vous arrivez au niveau de Simao, vous avez des agents de contrôle. Et moi, en tant que journaliste, je me suis amusé un jour à demander à un chauffeur qui s'est arrêté. J'ai vu sortir quelqu'un du véhicule, aller vers l'agent et revenir, et on a démarré. J'ai demandé au chauffeur, qu'est-ce que vous avez envoyé votre gare faire? Il dit, c'est pour lui remettre de l'argent. Et pourquoi vous faites ça? Il dit, mais ça, c'est le quota quotidien, il faut le remettre. Il vous donne un numéro, c'est comme ça on me l'a expliqué, avec lequel vous roulez toute la journée. Et donc, le lendemain, vous répétez la même scène et vous prenez un autre numéro. Est-ce que vous êtes informé de ce phénomène-là? Bon, là, je vous retourne un peu la question, savoir s'il s'agit des agents de la DSR ou bien... Donc, moi j'avoue que ils étaient habillés comment? Ils étaient en bleu ciel et en bleu nuit. Merci beaucoup. Et je vous avais décrit l'habillement de la DSR. La DSR ne s'habille pas de cette façon. Voilà, de cette façon. Mais, comme vous le dites, c'est des pratiques dont on a été souvent saisis. Et je peux vous rassurer que c'est des pratiques répréhensibles. Après tout, un agent policier ou gendarme est quelqu'un qui est chargé de faire appliquer la loi. Et ces pratiques-là sont des pratiques constitutives de corruption, qui sont des faits ou bien des actes répréhensibles. Et si l'agent lui-même se livre à ça, ça constitue pour lui une circonstance aggravante de son acte. Cela n'est pas du tout normal qu'un agent, au lieu de sanctionner une infraction dans la circulation, disons, se livre plutôt à racketter l'auteur de cette infraction-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais au même moment, parlant des pratiques de corruption, comme on le dit souvent, il n'y a jamais de corrompu sans corrupteur. Parce que moi-même, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être aux côtés de mes agents dans la circulation et les chauffeurs qu'on interpelle, parce que on les a trouvés avec des surcharges de passagers, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils sortent de leur véhicule, automatiquement, ils viennent avec les pièces, avec, disons, des billets froissés qu'ils vous tendent. Cela n'est pas normal. D'abord, cela constitue ce qu'on appelle un manque de respect vis-à-vis de l'agent. Un jour, je me suis amusé à dire à un chauffeur qui s'est permis de faire cela, de bien regarder mon galon. Ça a une couleur dorée. Est-ce qu'on achète de l'or avec un billet de 500 francs? S'il lui veut me corrompre, qu'il m'apporte des milliards de francs. Mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire, au même moment où on demande aux agents de veiller sur les questions de la sécurité routière, je pense que les usagers également doivent y contribuer. Mais ils doivent arrêter les mauvaises pratiques qui les amènent à se livrer. Parce que qu'est-ce qui l'a amené, celui que vous avez vu, à sortir de sa voiture et à aller vers l'agent pour lui tendre un billet de banque? Ce n'est pas normal. Normalement, ce monsieur-là, ce conducteur, on doit l'interpeller et avec l'agent et les faire déférer. Parce que ce n'est pas normal. Sur la même histoire, quand je lui ai demandé pourquoi il a donné l'argent, il m'a répondu que c'est parce que le véhicule n'est pas à jour. Je dis, ben, vous roulez avec un véhicule qui n'est pas à jour. Je dis, ah oui, mais tiens, c'est quand on l'achète nouvellement qu'on fait les pièces et après, quand c'est périmé, on ne les renouvelle plus. Et donc, l'argent laisse rouler un véhicule qui doit normalement... Un agent, normalement, ne doit pas laisser un véhicule comme ça. Parce qu'il ne s'est même pas approché pour contrôler le véhicule. Dans le cadre de nos missions, nous interpellons les véhicules non immatriculés. Et là, les arrêtés... L'arrêté numéro 8, l'arrêté interministériel signé par 3 départements ministériels, à savoir le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère des Infrastructures et des Transports, le ministère d'État de l'Économie et des Finances et de la Planification de Développement. 3 départements de tous ces grands ministères ont signé 2 arrêtés, à savoir l'arrêté numéro 8 et 9 du 30 septembre 2015, que nous appliquons. Et dans ces arrêtés-là, aucun véhicule non immatriculé ne doit pas circuler sur nos routes.
Il en est de même pour les motos. C'est vrai que pour les motos, on en rencontre fréquemment parce que c'est très difficile. Il a été fait également obligation aux vendeurs de motos de prendre toutes les dispositions pour immatriculer les motos avant de les vendre aux clients. Mais ce n'est pas vraiment respecté. Hein? Oui, malheureusement, ils ne le font pas. Mais je peux vous rassurer que les dispositions sont en train d'être prises pour faire en sorte que cette obligation vis-à-vis des vendeurs de motos soit respectée. Sinon, nous, à tout moment, nous raflons ces genres de motos que nous envoyons directement en fourrière, point barre. Donc voilà. Alors, tout ce que nous autre phénomène, mon commissaire, et ça nous l'apprenons, je viendrai à vous tout à l'heure, M. Pego, et ça nous l'apprenons, et comme vous êtes là, vous nous confirmerez ou infirmerez. Il paraît que lorsque les agents sont déployés à certains grands carrefours de la capitale, il leur est imposé des quotas quotidiens qu'ils doivent ramener à leur autorité. C'est-à-dire, on peut vous dire à ce carrefour, jusqu'au soir, vous devez nous ramener 50 000 francs. Est-ce que c'est vrai? Bon, vous avez dit pareil. Bon, par rapport à ces pratiques, franchement, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas connaissance de ces pratiques. Moi, en tant que chef de la division de la sécurité routière, je n'ai jamais demandé à aucun de mes agents d'aller rapter les usagers de la route et de m'apporter de l'argent. Parce que je trouve que cela est inadmissible. Et donc, bon, je ne sais si ce dont vous parlez est avéré ou pas, mais à ma connaissance, ça ne se fait pas à moi, à nous, notre niveau, à la DSR. Alors, autre chose, les chauffeurs qui conduisent les véhicules ont ce qu'ils appellent le système de 42, c'est-à-dire on met 4 passagers derrière, 2 devant. Ça nous amènera, quand nous rentrerons tout à l'heure dans la sensibilisation, à se voir, ça nous permet de porter la ceinture de sécurité, mais beaucoup, surtout sur l'axe Baguida-Lomé, ce phénomène perdure. Est-ce que c'est une bataille très difficile à gagner, ça? Parce que je ne vous apprends rien. Si vous rentrez au Ghana, quand vous rentrez dans un véhicule, on ne dépose plus personne à côté de vous. Quand vous êtes devant. Et quand vous êtes derrière, vous êtes 3 points. Bon, c'est vrai que cette question m'avait été posée sur ce même plateau par votre collègue, M. Amignan. Et je lui avais dit à l'époque que bon, c'est lui qui m'apprenait cette appellation du système 42 ou bien 42. C'est vrai, le problème de surcharge est vraiment récurrent sur nos axes routiers. Et parlant de ça, je vous avais dit qu'il s'agit là d'une mauvaise habitude que les gens ont prise, ont acquise, mais nous sommes en train de combattre cela. Nous sommes en train de le combattre et vous n'êtes pas sans savoir que l'arrêté numéro 8 réprime, disons, cette infraction-là par 5 000 francs par passager surchargé. Mais est-ce que ça s'applique? Ça s'applique. Et là, je peux vous rassurer que la dernière fois, sur le boulevard de la Cara, je faisais un tour en ville quand j'ai constaté une voiture taxi à bord de laquelle se trouvaient 10 passagers en plus du chauffeur. 11 personnes en plus du passager. Du chauffeur. En plus du chauffeur. C'est une voiture qui est supposée transporter 5 personnes, mais qui avait 6. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons débarqué les passagers, nous avons envoyé la voiture taxi en fourrière et nous avons fait verbaliser le conducteur par nombre de passagers en plus, c'est-à-dire en surplus, c'est-à-dire les 6 fois 5 000. Et il a tout payé. Et si le véhicule était resté là-bas une journée, il allait payer également les frais de fourrière. Et donc, c'est pour vous dire que c'est les consignes. Et nos agents, disons, connaissent cela. Et dès qu'ils voient un véhicule en surcharge, ils doivent réprimer. Dans tous les cas, là, on vous demande de nous accompagner. Quand vous constatez dans la circulation qu'à un niveau donné, les agents de la DSR sont là et qu'ils ne font pas correctement leur travail, écoutez, il faut nous appeler, il faut nous renseigner. C'est les instructions que notre ministre a toujours données. Donc ça voudra dire que vous ne me voyez pas le passé, il vous était difficile d'être à nos côtés. Maintenant, vous voyez, nous sommes assis côte à côte. Je suis dans ma tenue, j'ai pour mission de vous protéger. Donc, vous pouvez nous donner toutes les informations utiles pour nous permettre d'assurer efficacement nos missions. Nous sensibilisons dans tous les cas nos agents par rapport à ça, mais avant que vous ne me retiriez la parole, j'aimerais revenir sur la question du contrôle
sur la question de l'alcool au volant. Parce que M. Pego en avait parlé. C'est vrai que dans notre pays, le législateur n'a rien prévu concernant l'alcotest ou bien l'éthylotest. La loi de 2013 prévoit juste qu'on sanctionne un conducteur qui conduit son véhicule en état d'ébriété. Mais cela, vérifier. Tout à fait. Cela nécessite beaucoup de choses. Par exemple, pour l'alcotest, il faut utiliser ce qu'on appelle l'éthylomètre. Pour l'éthylomètre, vous savez, c'est des équipements qui sont quand même chers à acquérir. Et donc, pour l'instant, au niveau de la division, nous ne les avons pas. Parce que cela permet de rapporter la preuve à l'usager contrevenant qu'il est réellement en état d'ivresse au volant de son véhicule ou bien au guidon de son véhicule. Mais tant que le législateur n'aura pas prévu, disons, des mesures ou bien partant desquelles on doit pouvoir faire ces contrôles-là, nous ne pouvons pas le faire. Est-ce que vous voyez? Également, concernant les essais de vitesse. Pour les essais de vitesse, il faut arriver à prouver à l'usager qu'il est vraiment un essai de vitesse. Lorsque vous allez l'interpeller pour lui dire, écoutez, monsieur, vous roulez à vive allure ou bien en essai de vitesse, il va vous demander, écoutez, qu'est-ce qui vous prouve que je roule en essai de vitesse? C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des équipements portables qui nous permettent de pouvoir prendre la vitesse de circulation et de prouver à l'appui à l'usager que vraiment il roule en essai de vitesse. Et c'est par rapport même à tout cela que actuellement sur certains de nos axes routiers tels que l'avenue de la Victoire, il y a des dispositifs de radar qui sont là sur le plan pédagogique. La DSR a même sensibilisé à plusieurs reprises les usagers de la route par rapport à ces dispositifs de contrôle. Et le gouvernement s'emploie à installer également ces dispositifs-là sur les autres axes routiers. À l'avenir, nous allons commencer par réprimer les gens. Bon, et puis pour terminer, je dirais que ce n'est pas parce que le législateur n'a pas prévu la vitesse à laquelle on doit réprimer les gens que les gens vont dire qu'au Togo, on ne peut pas contrôler les excès de vitesse. C'est faux. Il y a les panneaux. Comme dans tout pays, nous avons sur nos axes routiers des panneaux limitant la vitesse à 40 km à l'heure par endroit et à 50 km à d'autres endroits. Ça voudra dire que l'usager qui voit automatiquement ce panneau-là ne doit pas dépasser la vitesse de 40 km à l'heure dans la traversée de l'agglomération ou bien à 50 km à l'heure. Même s'il y a aucun règlement, disons, aucune loi qui pour l'instant fixe cette vitesse, mais quand il y a panneau, on doit se conformer aux prescriptions du panneau en attendant qu'un jour le législateur fixe la vitesse à rouler dans nos agglomérations ou bien en race campagne dans notre pays. Il y a un point que vous avez évoqué et moi je voulais renchérir là-dessus, c'est la disponibilité des agents. C'est passé maintenant cette époque où il faut avoir peur de l'argent, du corps habillé. Ils sont là pour la sécurité de tout un chacun d'entre nous. Alors, Otto Gunther Pego, sur tout ce qu'on vient de dire, une réaction. Bon, je voudrais exclusivement revenir sur la question de la corruption qui revient à chaque fois, que ce soit dans les émissions, ou que ce soit en coulisses, sur les médias, où les gens appelaient pour raconter ou dire que tel policier ou tel gendarme a fait ci, a fait ça. Et je voudrais le dire, comme le commissaire vient de dire, que je peux me targuer la poitrine et je peux me réclamer de l'effectif de ceux qui ont fait le terrain. J'ai fait le terrain pendant plus d'1 an et je sais ce qui se passe. Et je dis, il est temps que nous puissions amener nos usagers à se dire que c'est bien de jeter la pierre à l'autre, mais il faut également changer. Hein? Pour paraphraser Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parce que si le principe ou la question revient avec récurrence, ça voudrait dire que quelque part, elle est réelle, ou elle se joue.
avec acuité ou non, est-il dit qu'elle se joue? Alors, moi sur le terrain, je dis, pour les cas, parce qu'il vous arrive effectivement que vous soyez là sur le terrain et puis les gens, les indélicats, tentent de le faire. Ce sont les usagers qui vont vers cette démarche. Est-ce que vous voyez? J'ai toujours dit, et je n'ai pas encore entendu dire qu'un agent a commencé par brutaliser un usager, enfouir la main dans sa poche et ressortir avec. C'est l'usager qui, d'une manière volontariste et délibérée, qui va vers ce temps. Et la question est de savoir si tant est que cette question est aussi récurrente et réelle. L'usager qui se livre à cette distribution de biais, pourquoi est-ce qu'il ne va pas plutôt vers la réparation pour pouvoir d'une certaine manière traduire l'argent? Si je suis à jour et que c'est l'agent qui m'oblige à faire ça, ok, je le fais, mais après je me réfère à ses supérieurs. Est-ce que vous voyez par exemple le commissaire ici en train de demander, je ne sais pas en quelle langue, en quel langage et dans quelles conditions il peut le faire, que je veux que vous me ramenez tel montant. Bon, si ça se dit, c'est que peut-être ça se fait d'une manière ou d'une autre ailleurs. Mais je me dis, supposons que le commissaire s'inscrive dans cette logique, il le fait. Il donne des ordres, des instructions à ces éléments de le faire. Il revient alors aux usagers de se lever un matin et de dire non. Est-ce que vous comprenez? De dire non en se refusant de donner et en mettant leur véhicule à jour. Est-ce que vous voyez? Donc sur cette question, je voudrais inviter notre population, nos usagers, à un peu plus de civisme, de responsabilité. Parce que la critique est aisée, mais l'art difficile. Il faudrait que dans une démarche, c'est comme j'apprenais la dernière fois, c'est pas la dernière fois, c'est vendredi sur un média où quelqu'un dit que lui, il ne peut pas sortir pour balayer parce que celui qui a pris la décision qu'on balaye n'est pas la personne indiquée. Mais j'étais très mal à l'aise. Et c'est la même réflexion. Les usagers de la route sont dans la même logique en refusant de porter un casque, en refusant d'attacher la ceinture de sécurité, en téléphonant au volant, en faisant des trucs indélicats et délinquants dans la circulation, au nez et à la barbe des agents. Et lorsque l'agent veut intervenir, la même population prend un téléphone, intervient dans les émissions que les médias ont mis en place pour amener la population à contribuer à l'amélioration du développement pour dire des railleries et des insanités. Moi, je dis qu'il faudrait que la population, notre population, et ça, je voudrais regarder les Togolais en face à travers vos caméras pour leur dire qu'il faut que ça cesse. Il faut que les gens soient matures. Il ne s'agit pas seulement de rentrer dans une salle de bain, de prendre une douche avec un savon de qualité supérieure ou de qualité inférieure, de sortir bien endimanché, bien parfumé et de se comporter dans la circulation routière comme des rats. Tous ceux qui ne voudraient pas qu'on le compte parmi l'effectif de délinquants et de rats doivent se faire l'obligation en conscience de changer de comportement, d'aider la police, d'aider le gouvernement à ce que nous puissions avoir une circulation saine, une circulation enviable, une circulation qui sera un cas d'école pour les autres. Des gens nous ont approchés, des États nous ont approchés pour nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on est parvenu à instaurer le port de casque, qui a bien pris ici parce que même les passagers le faisaient, et puis un jour, ils ont décidé délibérément d'y renoncer parce qu'on a un gouvernement, un État indulgent qui ne veut pas mettre la pression, qui ne veut pas accompagner les gens de fouet tout le temps. Et puis les gens pensent que c'est un gouvernement qui est impuissant.
Moi, je le dis, comme je le dis, c'est parce que les gens sont raisonnables, ils essaient de se mettre dans une certaine logique, dans un certain calendrier, qu'on ne sort pas pour traquer. On a besoin de combien de temps pour traquer toutes les motos et non à jour, les voitures non à jour dans la circulation. Et je voudrais profiter pour dire, pour inviter également nos partenaires à nous accompagner. Vous voyez, et dans le descriptif des accidents, nous avons un cas qui a été relevé. Le 9 mai 2016, aux environs de 13h, une voiture de marque BMW a roulé sur un nourrisson qui était tombé du dos de sa maman en pleine circulation. La mère était un cyclomoteur. La voiture est en fuite. La mère du nourrisson a été blessée. Bilan, un mort, un blessé. Vous voyez dans la circulation aujourd'hui des femmes transporter des nourrissons, plus leur frère ou leur soeur aînée sur des motos, et puis ça circule tous azimuts. Quand vous posez le problème, on vous dit il y a crise. Il y a crise, et puis les gens vont délibérément s'offrir entre les dents de la mort, et on dit il y a crise. Je voudrais que les organisations qui sont là, que ce soit dans la santé de la reproduction, on parle de la santé de la reproduction, la femme a pu protéger, sauvegarder sa grossesse et accoucher. Est-ce qu'il faut que un phénomène puisse décimer cet enfant ou cette femme? Alors ce qui a été investi en amont pour que cela soit, le résultat soit atteint au niveau de la reproduction, n'a servi à rien. Pour faire le lien entre ces programmes et le programme de gestion de la sécurité routière. Pour dire que lorsque les organisations de la société civile se pointent auprès de ces organisations, on ne vient pas en mendiant. Et que les gens comprennent également que les personnes qui interviennent dans ces organisations ne sont pas moins que celles-là qui interviennent dans les administrations publiques ou dans les administrations de ces organisations. Nous sommes des spécialistes. Et il y a des spécialistes ici également dans d'autres associations. Et quand nous voulons que sur telle rubrique, sur tel fichier, l'État est en train d'avancer et que il apparaît judicieux qu'on l'y accompagne et qu'on va vers ces organisations, quand bien même elles sont en partenariat avec l'État, elles peuvent se saisir du document et approcher, ou de la question et approcher l'autorité avec laquelle ils sont partenaires pour faire avancer. Le tout contribue. Quand nous allons proposer une activité, un projet, un programme, ce n'est pas pour les beaux yeux de notre organisation, c'est pour les beaux yeux de notre État, de notre nation. Et ça, j'interpelle les partenaires là-dessus. Et je souhaiterais qu'ensemble, on puisse accompagner aujourd'hui le gouvernement de manière à ce qu'on démultiplie des classes pour l'apprentissage du code de la route. Parce que la route est aujourd'hui un outil que n'importe qui ne peut plus se lever pour utiliser. On est parti des routes, une pièce, pour nous retrouver dans les routes chambre-salon, 2 chambres-salon, 3 chambres-salon, c'est-à-dire 2 allées, 2 retours, 3 allées, 3 retours. Et il faudrait que la population puisse être en mesure d'utiliser ce type d'outils. Il faudrait que on puisse appuyer la dissémination, la sensibilisation. Elle doit se faire en fréquence et en volume. Il faut que les partenaires nous accompagnent pour qu'on ne revienne pas. Cette émission, c'est vous qui l'aviez planifiée, organisée, nous y aviez invité. Il faudrait que nous puissions, nous ou la DSR, avoir des financements pour revenir. Si la DSR voudrait communiquer sur ce qui se fait, les motos qui sont appréhendées, les sans plaques, et ceci et cela, pour que les gens comprennent que, ah ben non, ceux-là également n'ont pas le droit de circuler sans plaques, ainsi de suite, parce que ce sont des motos qui servent aujourd'hui à la commission des actes de délinquance.
que personne n'apprécie, sauf ceux qui se livrent ou ceux qui peuvent s'apparenter aux auteurs de ces types de délinquance. Donc, nous souhaiterions que le partenariat soit vraiment régulier et que nous puissions, dans une démarche de civisme volontariste, on n'a pas besoin qu'on oblige les gens à être respectueux d'eux-mêmes et à être respectueux d'autrui, à être respectueux de la chose publique. Hein? Vous voyez des gens, regardez certains feux tricolores qui viennent d'être posés, qui ne sont pas des cadeaux, que des gens sortent ivres, qui cassent et s'en vont. Hein? Dans d'autres pays, lorsque vous détruisez un bien public, vous le réparez vous. Absolument. Vous le réparez. Si vous ne le réparez pas, vous êtes conservé quelque part le temps que vous fassiez réparation. Hein? Que les usagers puissent s'obliger à sortir avec des véhicules disposant d'une police d'assurance. Parce que nous, face aux victimes que nous avons, vous voyez des victimes qui n'ont pas du tout de prise en charge parce que ils n'ont pas d'assurance et le véhicule qui est mis en cause n'en a pas non plus. Et lorsque vous dites que vous êtes en crise et que vous êtes face à cette situation où vous n'avez pas le choix d'aller vous coucher à jeun, hein, l'obligation du traitement vous est imposée du fait de l'état dans lequel vous vous trouvez, c'est aberrant. Donc, la visite technique obligatoire, l'assurance obligatoire, il faut que les usagers l'observent. Le permis de conduire, il ne faut pas sortir pour dire, ah, vraiment, les enfants doivent manger, donc pour ce faire, je sais tenir le volant, je m'introduis dans la circulation, attendant que quelqu'un me le fasse observer pour être la personne à abattre. Hein? Alors, on va finir sur la sensibilisation. Dans le bilan que vous avez présenté, tout le monde le voit, près de 76% des cas d'accident, ce sont les deux roues. Il y a une question qui est venue sur Facebook, c'est Boniface Bawara qui a posé la question, qui dit, parmi les usagers épinglés pour indiscipline excessive doublée d'une ignorance totale du code de la route, se trouvent au premier rang les émigrants. Ce sont les conducteurs de taxi-moto. Bon, il demande comment ce corps est organisé. Ça c'est pas une question qui nous intéresse. Alors, il demande surtout sa deuxième question, y a-t-il obligation de passer au moins le code, de connaître le code de la route avant de conduire une moto, comme c'est le cas des engins à 4 roues? Oui, tout à fait. Au fait, tout conducteur de véhicule à moteur thermique dépassant une certaine cylindrée doit obligatoirement avoir le permis de conduire avant de se mettre dans la circulation. Et par rapport à cela, je peux vous dire qu'au niveau des conducteurs de taxi-moto, il y a quand même une organisation qui se met en place. Et la semaine dernière même, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile les a reçus pour d'abord leur parler encore du bilan des accidents de la route et de leur dire aussi par rapport au port de casque que les dispositions, disons, qui répriment le défaut de port de casque ne s'appliquent pas qu'aux conducteurs, ça s'applique également aux passagers. Et donc, nous avons été instruits de passer encore à la phase de sensibilisation par rapport au port de casque pour dire aux passagers aussi que d'ici peu, nous allons commencer par contrôler tout le monde. Parce que la mort ne choisit pas que les conducteurs de moto qui portent les casques. Et c'est même aberrant de voir dans la circulation des gens sur des motos et dont seul le conducteur porte le casque. Donc tout le monde est appelé, lorsqu'il est sur un engin à 2 roues, sur un tricycle, à porter le casque. Et si vous le permettez, je m'en vais très rapidement vous communiquer également certains chiffres par rapport à nos missions, parce que vous m'avez interpellé là-dessus. Sur les surcharges de passagers, au premier trimestre de l'année en cours, nous avons contrôlé 891 cas de surcharge de passagers et nous avons verbalisé 207. Vous me direz qu'il y a une différence. C'est vrai, il y a la différence parce que nous ne faisons pas que la répression, nous faisons également la sensibilisation. Il nous arrive, face à certains cas, quand on constate l'infraction, on fait débarquer tous les passagers en surcharge et on fait des observations
disons, aux conducteurs pour continuer avec les passagers. Et il y a également le défaut de présentation de permis de conduire. Nous avons constaté 336 cas et verbalisé 102. Hein? Et le refus d'obtempérer. Et ça, il y a des localités où, par exemple, par rapport à notre tableau, nous avons constaté que dans la région de la Kara, c'est là où nous enregistrons le plus fort taux de refus d'obtempérer. Et là, nous avons donné des instructions pour que nos agents qui sont également dans ces localités puissent passer également à la vitesse supérieure, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Au contraire, si nous les laissons, ça voudra dire que nous les autorisons à aller au mouroir, ce que nous ne voulons pas. Donc nous voulons que sur toute l'étendue du territoire, que tous les usagers se conforment aux prescriptions du code de la route. Et donc également, sur les défauts de port de casque, nous avons constaté 1030 cas et verbalisé 546 cas. Donc vous voyez que quelque part quand même on fait des efforts, mais nous n'allons pas baisser la garde. Nous allons continuer avec l'effort des uns et des autres. Nous saluons également vos accompagnements. Et ce que moi j'aimerais dire aussi, c'est que la plupart de ces émissions, nous les faisons en français, qui est la langue officielle. Il va falloir également que ces émissions-là puissent se faire dans nos langues nationales. Aujourd'hui, on a la chance que au moins le Mina est parlé sur toute l'étendue du territoire de Lomé à Saint-Cassé. Nous avons également le Kabye, nous avons le Kotokole, nous avons d'autres langues également qui sont parlées que nous pouvons utiliser pour véhiculer nos missions de sensibilisation en faveur des usagers de la route. Et je pense que nous pouvons disons, nous appuyer sur la chaîne comme la chaîne du futur, dont vous êtes un des responsables très actifs, Monsieur Niaoui. Merci. Alors, sur le sujet de la sensibilisation, quand vous prenez par exemple les conducteurs de taxi, de moto, il arrive en circulation, vous voyez le monsieur qui arrive avec sa moto, qui remorque quelqu'un, vous êtes tous arrêtés au feu tricolore, il vient allègrement vous dépasser sans même que le passager ne bronche. Alors là, il faudra peut-être alerter les passagers, enfin la population, à pouvoir jouer aussi aux gardiens. Vous avez parfaitement raison. L'affaire de la sécurité routière est une préoccupation, est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas que l'affaire des personnes préposées au contrôle routier, non. Les usagers, passagers de moto, conducteurs de moto, piétons, cyclistes, automobilistes, camionneurs, et les agents, tout le monde est concerné par la circulation routière. En dehors même de ceux dont vous parlez, il y a même des gens, des personnes responsables qui arrivent au feu, parce que nous avons des feux numériques aux intersections, et quand ils voient le feu aller à l'orange, c'est en ce moment qu'ils redoublent de vitesse pour pouvoir traverser, passer avant le rouge. Ce n'est pas normal. On n'aborde pas une intersection en vitesse. Même quand on a le feu au vert et qu'on veut aborder l'intersection et la traverser, on doit ralentir et rouler à vitesse raisonnable pour traverser l'intersection. Parce que au moment où on traverse l'intersection en passant qu'on est dans le vert, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est dans le rouge, ou bien qui est dans l'orange et qui va chercher à passer, mais si vous roulez à vive allure, vous allez faucher la personne. Il y a un phénomène qui se passe souvent les nuits, à hauteur de l'ambassade des États-Unis. Les feux rouges, ce carrefour, ne sont jamais respectés. Moi, personnellement, dès que je passe, je m'arrête, mais derrière vous, vous voyez des gens à vive allure qui arrivent. Ben, et là, il faut que les gens soient conscientisés pour pouvoir respecter le feu, je l'avais dit au début. Quand il est rouge, on ne passe pas. Parce que là, l'intersection dont vous parlez, les gens se disent, par exemple, dans la nuit, vous arrêtez, c'est un endroit qui est assez vide, vous pouvez vous faire attaquer, alors que de l'autre côté, l'ambassade des États-Unis, c'est l'un des endroits quand même les plus sécurisés de Lomé. C'est l'ambassade qui est sécurisée par la route. Vous ne voyez pas les agents. C'est vrai que nous n'allons quand même pas vous montrer toutes nos stratégies. Mais ça, c'est un coin le plus sécurisé de la ville de Lomé. Au moment où vous pensez que vous avez le rouge et que vous allez passer, alors que l'autre qui a le vert, s'il passe, mais vous risquez de vous croiser
Parce que ce que les gens se disent quand ils s'arrêtent là-bas, vous êtes arrêté au rouge, du côté de l'ambassade, vous ne voyez aucun engin s'approcher. Ben non, écoutez, la règle ne dit pas que quand vous ne voyez pas un engin s'approcher, quand il y a le rouge, il faut passer. Voilà. Le code dit, quand vous avez le rouge, il faut s'arrêter. Le rouge, c'est un signe, c'est un symbole de danger. On s'arrête. C'est ce que ça veut dire. Et là, cela m'amène à comprendre que même M. Niaoui ne s'arrête jamais à ce feu. Et là, ce que je vais faire, la prochaine fois, nous allons mettre nos agents. C'est le constat que je fais. Nous allons vous interpeller, M. Niaoui. En plus, mon commissaire, il y a aussi certains carrefours où les feux ne travaillent, ne fonctionnent pas. Parce que moi, je ne vous cache pas, j'étais en circulation il y a quelques jours, où j'arrive, je ne vois ni vert, ni rouge. Je me demande qu'est-ce que je dois faire. Et c'est là que je constate que de l'autre côté, des gens commencent par circuler. Donc je me dis, eux, ils doivent être verts. Ça, vous avez parfaitement raison. Il y a des fois des feux où, disons, il y a des fois des portiques de feu où les feux ne fonctionnent pas. Et là, ça embarrasse. Parce que quand vous arrivez, vous ne savez ce qu'il faut faire. Et là, on va lancer un appel à tous ceux qui gèrent la maintenance de ces feux, de faire, disons, des tours fréquents dans la ville pour constater ces pannes et les réparer. Il m'arrive à plusieurs reprises, lorsque je constate, d'appeler les services compétents en la matière. Et là, j'allais oublier par rapport à une de vos questions sur les passagers qui sont transportés, qui laissent également leurs conducteurs traverser. Des fois, je vous dirais même que ces passagers-là se rangent du côté de ces usagers. Lorsque vous les interpellez, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire ils sympathisent avec ces passagers pour se dresser contre les agents qui sont préposés au contrôle. Cela n'est pas non plus normal. Normalement, les passagers transportés doivent savoir que c'est leur vie qui est en jeu et en appeler à la raison de ces conducteurs-là pour pouvoir les conduire en toute sécurité, en toute sûreté. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de quitter sa maison, d'aller à son lieu de travail et de retourner après en toute sécurité chez lui. On ne quitte pas sa maison pour se retrouver à la morgue et pour endeuiller les familles comme il avait dit en début. Ce sera le mot de la fin du commissaire. On va vous écouter. Hein. Vous avez moins d'une minute pour brosser un peu et faire le mot de la fin. Bon, moi je pense que face à cette situation, la responsabilité est partagée. C'est bien de penser que c'est l'État, mais il faudrait que les usagers se prennent en charge également de façon responsable. Et une fois encore, je salue le programme Promocive qui consiste à disséminer la sécurité routière en milieu étudiantin où les jeunes pensent qu'ils peuvent se permettre tous les luxes sur la route ou sur les routes et de dupliquer ce programme dans les autres secteurs d'activité comme nous le faisions déjà à travers les sensibilisations et que les partenaires au développement financier et technique du Togo puissent nous y accompagner suffisamment. Que le secteur privé également, parce que le secteur privé, à part quelques rares services qui sont nos accompagnateurs, le reste pense que c'est délibéré et qu'ils ne sont pas obligés d'accompagner. Et au même moment, permettez-moi de le dire, et qu'ils souffrent de me l'entendre dire, vous voyez des programmes, je ne dirais pas farfelus, mais qui ne sont pas meurtriers pour la population, qui sont accompagnés. Hein? La dernière fois, il m'est arrivé d'osser le ton dans une société pour dire, si la route est mauvaise, si ceux qui meurent sur la route continuent de mourir à ce rythme, ils ne trouveront plus d'acheteurs pour leurs produits. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un appel que je lance également au secteur privé qui doit mettre la main à la pâte, accompagner les organisations de la société civile, accompagner l'État et accompagner la population. En tout cas, pour ce qui est des médias, nous serons là chaque fois que de besoin pour accompagner les initiatives qui vont concourir à plus de sécurité sur la route. Nous avions pour inviter le commissaire Kossi Atabo, commissaire principal de police à la division de la sécurité routière, et Otto Gunther Pego, qui est le directeur exécutif national de l'action pour les victimes de la route, Session Togo.
Cela met fin à cette émission, mais je voudrais encore qu'on finisse sur l'image de cet accident. C'est vrai que c'est une image qui est extrêmement difficile à voir, cet accident qui est survenu ce samedi, toujours avec la complicité de la partie technique. Cet accident, cette personne a trépassé, elle n'est plus de ce monde. La route, elle est dangereuse, mais nous pouvons, en respectant les consignes de circulation, en faire une route sûre pour nous-mêmes, pour les autres personnes, afin que lorsque nous quittons la maison le matin, nous puissions avoir l'assurance que le soir, nous allons rentrer, retrouver nos familles. C'est sur ce conseil que je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve le dimanche à venir. Portez-vous bien.